employés du système public au bout du rouleau, la pesée des élèves de l'Estrie dans les écoles, les coupures budgétaires dans les centres jeunesse et en entrevue Madame Julie-Gabrielle Morin, directrice de l'école secondaire de la Montée. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre bulletin de nouvelles. Les employés du système public sont au bout du rouleau suite aux nombreuses coupures budgétaires affligeant leur domaine. Avec un taux d'absentéisme de 13%, il n'est pas rare d'entendre les préposés se plaindre de la surcharge de travail. Marika Lagrange, Patricia Boucher et Erika Jutras se sont penchées sur le sujet. Nous sommes surchargés, s'insurgent les employés du système public. La Fédération interprofessionnelle de la santé dénonce la mauvaise gestion au sein du CSSS. Selon elle, cette situation a des impacts sur la qualité des soins aux patients. Pour en savoir davantage sur le sujet, nous avons posé quelques questions à une infirmière. Voici les images. Combien d'heures par semaine travaillez-vous? 40 heures par semaine. Et combien de patients devez-vous vous occuper en moyenne dans une journée? De 6 à 12. Et est-ce que c'est épuisant d'avoir ce mode de vie? Oui, parce que t'as jamais des heures fixes, puis t'as beaucoup de patients, puis t'as pas les matériels nécessaires. Merci. Reste à savoir si le gouvernement a l'intention d'agir en faveur des infirmières d'ici les prochaines années. C'est Patricia Boucher à l'école de la Montée-Lebert pour la salle de nouvelles. Quelques écoles de l'Estrie demandent à leurs élèves de monter sur la balance afin de connaître leur poids. Les gens s'interrogent sur l'utilité de cette pratique, à savoir si elle devrait être maintenue. Kelly Maheu, Annie Codard et Scola Nishimwe enquêtent. Des écoles de la région de Sherbrooke obligent leurs élèves à se peser pour calculer l'IMC et le taux de gras dans leur corps. Le ministère de l'Éducation a découvert qu'une école sur 10 utilisait cette méthode sur leurs étudiants. Nous avons donc interrogé un stagiaire d'éducation physique à l'école La Montée-Lebert pour qu'il nous donne son point de vue sur cette pratique. Je suis contre la pesée en éducation physique. Certains profs utilisent pour noter la compétence 3 pour avoir un bon aperçu de ce que les élèves ont comme habitude de vie et comme un constat de c'est quoi leur état de santé. Moi, je trouve que c'est un mauvais constat puis ça a plus d'effets négatifs que positifs parce que ça n'engagera pas l'élève à changer ses habitudes de vie. Ça va plutôt le conforter puis le comparer aux autres alors que ça peut avoir des graves problèmes sur son estime de soi. Selon quelques statistiques, les groupes d'âge de jeunes filles âgées entre 10 à 20 ans ont une forte augmentation des taux d'hospitalisation pour les troubles alimentaires. Surtout à l'âge de 15 ans, où plus de 60% des jeunes filles du Québec ont été hospitalisées pour troubles alimentaires comme l'anorexie, la boulimie ou autres. La pesée amène pour les étudiants des problèmes physiques et psychologiques à cause du regard que les autres portent sur eux. Reste à savoir si les écoles vont cesser cette pratique. Ici, Kelly Maheu à la salle des nouvelles de la Montée-Lebert. Dans les centres jeunesse, de plus en plus d'intervenants s'absentent du travail en raison de surmenage. Cette situation entraîne une plus grande charge de travail pour les autres. Le réseau est-il en péril? Jessica Bourget-Desruisseaux, Ariane Métaillé et Tricia Riva ont fouillé la question. Nous sommes rendus dans une école publique afin d'approfondir nos questions. Nous allons interviewer Jacinthe Cloutier sur son point de vue par rapport à ses élèves. Dans le fond, croyez-vous que les problèmes dus au manque d'argent ou à la surcharge de documentation atteignent les élèves en classe? Je crois que oui. Je crois qu'il y a un impact direct sur les élèves en classe, ne serait-ce que par un manque peut-être de suivi. Donc, souvent, un élève qui aurait besoin d'un petit peu plus n'aura pas toutes les capacités en classe pour bien suivre, bien apprendre si les services en parallèle ne peuvent pas s'en occuper adéquatement. Comment gérez-vous la situation par rapport à des élèves plus en difficulté? Croyez-vous que vous avez plus besoin de faire du travail avec eux autres parce qu'ils ont moins de temps, les personnes au service communautaire? On est souvent en mode survie, donc souvent on va mettre plus de temps, d'énergie, de notre personne sur les élèves en difficulté, alors que normalement je devrais enseigner au groupe, mais là ça enlève un petit peu de ma présence pour les autres élèves. Oui, effectivement, ça a un impact. Nous avons interviewé une personne appartenant au service communautaire qui voulait rester anonyme sur les questions suivantes. Avez-vous des problèmes dus au manque d'argent et la surcharge de documents?
Oui, on a des problèmes au niveau de la surcharge de documents. Quand un parent ou un prof vient nous parler d'un tel élève, on est obligé de prendre des notes pour ouvrir un nouveau document. Ça fait beaucoup de documents à gérer. Puis on n'a pas assez de fonds pour arriver à gérer tout ce qu'on a à gérer puis à avoir les outils qu'on a besoin. Parfois, on utilise même notre propre argent pour pouvoir avoir les outils qu'on a besoin. Le gouvernement chinois a décidé de resserrer son contrôle sur la toile mondiale. Depuis longtemps, le Parti communiste chinois bloque l'accès de plusieurs sites, tels que Facebook, YouTube, à son peuple. On surnomme cette coupure la Grande Muraille électronique. Le Parlement chinois a décidé d'adopter une nouvelle loi qui aura pour but de resserrer le contrôle de la liberté d'expression sur l'Internet. Dès le 1er juin 2017, les entreprises de l'Internet, y compris les firmes étrangères, devront vérifier l'identité de leurs utilisateurs qui ne pourront plus rester anonymes sur la toile. Finalement, le gouvernement du Québec a décidé de créer une commission d'enquête pour faire la lumière sur l'espionnage des journalistes par les corps policiers. Le scandale qui fait rage depuis quelques semaines force la main à l'administration Couillard. Dans la mire de commission, le service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec. Et au cours du litige, l'utilisation de l'écoute électronique et la filature des journalistes dans le but de découvrir les sources impliquées dans des enquêtes policières. Par ailleurs, toute cette histoire risque d'entacher le processus d'autorisation des mandats par le système judiciaire québécois. Le café Holy Artisan Bakery au Bangladesh, qui a été le théâtre d'une sanglante attaque terroriste en juillet dernier, sera converti en résidence familiale. Cependant, le propriétaire compte ouvrir 2 autres établissements prochainement. Le pays n'échappe pas à la recrudescence des attentats terroristes un peu partout dans le monde. Les pays les plus touchés sont ceux à majorité musulmane. Les plus récents attentats ont eu lieu dans la ville de Dhaka, au Bangladesh. La fusillade au café du 1er juillet a créé une réelle peur parmi les habitants de la capitale. L'État islamique a revendiqué l'attentat le jour même. Cependant, le ministre de l'Intérieur accuse le Jamaïto al-Mujahideen, une organisation islamiste du Bangladesh fondée en 1998, et nie la présence de l'État islamique sur son territoire. Le 18 novembre dernier s'est tenue une rencontre entre le maire de Sénétaire, Jean-Maurice Matte, et Raymond Chrétien, négociateur en chef pour le Québec dans le dossier du bois d'œuvre. Cette rencontre avait pour but de préparer l'industrie forestière canadienne en vue des négociations sur le bois d'œuvre avec les États-Unis. Suite à l'élection présidentielle américaine, le gouvernement canadien s'inquiète des décisions qui seront prises par le président désigné Donald Trump. Celui-ci menace d'annuler le traité d'accord de libre-échange nord-américain. Ceci pourrait avoir de graves conséquences pour le commerce du bois d'œuvre, ce domaine ayant déjà été mis en péril lors de négociations spécifiques. Après la pause, le volet culturel de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, la question Vox Pop, et sur notre plateau, Mme Julie-Gabrielle Morin, directrice générale de l'école secondaire La Montée. Tout le monde comptait sur moi. C'est le défi 530, fallait s'entraîner, manger santé, il est 7 heures. Là, réveille-toi. Ah oui, Adam, c'est l'heure de te lever. Faut que tu fasses beaucoup d'exercices aujourd'hui, puis que tu manges sans pisse. Ah ouais, debout, il est 7 heures. Non, on veut samedi. T'aurais dû voir mon défi 530. Ici Chantal L'Espérance, présidente du comité tag et graffiti de la ville de Sherbrooke. Je suis aussi présidente de l'arrondissement Jacques-Cartier. Vous êtes à l'écoute de la salle des nouvelles.
nationalité, nous restons des êtres égaux. Maud Hinkel s'est entretenue avec Madame Julie Gabrielle Morin, nouvelle directrice de l'école secondaire de la Montée, pour connaître ses intentions envers ces écoles et quels sont ses projets futurs. Bonjour Madame Morin. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous voir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ma première question, c'est en tant que nouvelle directrice de l'école secondaire de la Montée, qu'est-ce qui vous a attiré à notre école ici? En fait, moi, j'étais directrice au primaire d'une école à Stoke, donc qui est dans le bassin de l'école secondaire de la Montée. Donc, pour moi, c'est très important de devenir la directrice de mes anciens élèves. Donc, maintenant, je les ai encore pour 5 ans de plus. L'ancienne directrice, Mme Caron, oui, elle tenait beaucoup à faire respecter certaines valeurs. Oui. Comme par exemple, mener chaque élève à la réussite scolaire, favoriser un milieu de climat sain et sécuritaire, favoriser l'implication des parents. Mais pour vous, ce serait quoi les valeurs que vous aimeriez transmettre à l'école? C'est beaucoup la responsabilisation de l'élève. Donc, que l'élève se prenne en charge, fasse ses expériences, mais en subisse aussi les conséquences, mais les assume. Alors, la responsabilité de chacun, des élèves, du personnel et aussi des parents, ça, pour moi, c'est très important. C'est ce que je pense permet aux élèves de mieux se développer. Madame Caron, elle a également beaucoup embelli l'école ces dernières années. C'est vrai. Elle a rénové la bibliothèque, l'auditorium, beaucoup de salles de bain. J'aimerais savoir, c'est quoi vos projets pour cette année que vous avez en tête? Présentement, ce n'est pas encore tout défini puisqu'il me reste encore de l'analyse à faire, mais il y a aussi au pavillon Saint-François où il y aura peut-être des travaux à faire, mais ce qui serait intéressant ici au pavillon Lebert, ce serait la salle de musculation, qui serait peut-être à améliorer ou en tout cas à modifier. Puis au pavillon Saint-François, c'est tout les casiers, la salle publique là, qui est quand même, qui aurait besoin d'un petit coup de neuf. Mais merci beaucoup pour l'entrevue. Merci, ça me fait plaisir. Simon Dinkel à l'école secondaire de la Montée pour Salles des Nouvelles. En août dernier, le film 1 minute 54 a pris l'affiche au cinéma. Il s'agit d'un film québécois réalisé par Yann Englund. La présentation du film aux élèves a été très critiquée. La journaliste Amélie Lapierre nous en parle à l'instant. Le film 1 minute 54 de Yann Englund a pour sujet l'intimidation. C'est pourquoi plusieurs écoles secondaires ont voulu organiser une sortie scolaire afin d'aller visionner ce film. Mais le ministère de l'Éducation a empêché cette sortie avec une lettre. Nous avons questionné Mireille Bonsang, la gérante de la maison de cinéma, sur ce sujet. On a appris que le film 1 minute 54 a intéressé beaucoup d'écoles à venir en sortie pour voir le film. Est-ce que vous trouvez que ce film-là, il montre vraiment c'est quoi l'intimidation que les jeunes peuvent vivre? Effectivement, ça semble très réaliste. Je ne peux pas le dire de mon point de vue personnel, mais compte tenu du contexte du film et tout ça, comment ça a été filmé, ça montre vraiment, je crois, la réalité d'une école secondaire. Le ministre de l'Éducation a décidé de donner des lettres pour empêcher les écoles d'y aller. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est vraiment trop cru pour les élèves d'aller voir ce film? C'est effectivement un film qui est difficile à regarder, mais je crois que c'est important de le voir. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas d'accord avec le ministre qui veut empêcher les écoles d'y aller. Mais il faudrait peut-être le faire de manière plus encadrée, dans le sens que peut-être les plus jeunes, les secondaires 1, 2, c'est peut-être pas approprié, mais pour les plus vieux, 3, 4, 5, je pense que ça peut se faire de manière très correcte, avec un accompagnement de l'école, au cas où il y aurait des gens qui vivraient de manière plus difficile. Ici Amélie Lapierre pour la Salle des Nouvelles à la Maison du cinéma. Question Vox Pop d'aujourd'hui. Laurence Hamel et Laurence Poulain sont allés questionner quelques élèves de l'école pour savoir à qui s'adresse vraiment le code vestimentaire. Chaque année, lorsque les enseignants nous parlent du code vestimentaire, on a l'impression qu'ils s'adressent plus aux filles qu'aux garçons. Des règlements sur les shorts, la longueur des jupes ou bien les chandails sont appliqués. Donc, la question du jour est-ce que vous pensez que le code vestimentaire s'adresse plus aux filles qu'aux garçons?
Donc, clairement, je pense que ça s'adresse plus aux filles, mais ça a une raison d'être. Un garçon qui s'habille, il n'y a jamais de garçons qui vont porter des jupes, il n'y a jamais de garçons qui vont porter des leggings, sauf certaines exceptions. Mais les gars, tu portes une paire de jeans puis tu t'en vas à l'école. Les filles ont tellement plus de modèles de choses, puis il faut clarifier qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Fait que je comprends, il y en a plus pour les filles, mais c'est aussi normal qu'il y en ait plus pour les filles. Pourquoi serait plus appliqué aux filles? Moi, je pense que le code vestimentaire, c'est plus pour les filles parce que des fois, c'est trop. Je pense qu'il devrait pas avoir de code vestimentaire. Moi, je pense que le code vestimentaire s'adresse plus aux filles parce que il y a plus de restrictions pour les jupes, pour les chandails décolletés puis toutes ces affaires-là. Le bulletin de nouvelles se termine. À la réalisation, Ariane Pomerleau et Samuel Carrier. Et au pupitre, Rosemane Gagnon et moi-même, Yacine Hamdi. Le bulletin de nouvelles est une réalisation de plus de 30 étudiants du secondaire 5. Prenez le temps de consulter le générique, vous verrez le nom de tous les collaborateurs. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.